Moi, Ronald Reagan, je jure solennellement C'est maintenant le 444e jour pour les otages en Iran. Des problèmes financiers de dernière minute retardent toujours la libération des otages. Dans cette édition spéciale de Nightline, nous vous donnerons les détails sur ce qui cause le retard. Des reportages viendront de Washington et d'Allemagne de l'Ouest, avec des interventions en direct d'un ex-ambassadeur américain en Iran et d'autres experts. Concernant cet acte final du drame des otages, il est encore très tôt en ce 444e jour de la crise des otages et l'on espère que ce sera le dernier. Mais quoi qu'il arrive aujourd'hui, il est peu probable que ceux qui ont été impliqués dans les événements du 100e jour du 443e jour l'oublient un jour. Lynn Sher rapporte. 3h30 de la côte Est. Le 443e jour n'a pas encore commencé ici, mais il y a la promesse d'une grande joie. Alors que le secrétaire d'État adjoint Warren Christopher signe l'accord négocié à Alger. 40 minutes plus tard, à Washington, le secrétaire d'État Muskie fait la déclaration la plus optimiste. Depuis que les otages ont été capturés, ils seront bientôt libres, ils seront bientôt chez eux. 4h55. Le président Jimmy Carter convoque les journalistes à la Maison-Blanche et officialise la nouvelle. Nous sommes maintenant parvenus à un accord avec l'Iran qui aboutira, je le crois, à la libération de nos otages américains. 9h du matin, le président, plein d'espoir, a fait sortir Air Force One sur le tarmac pour accueillir les 52 Américains dès leur arrivée en Allemagne de l'Ouest. À peu près au même moment, le principal négociateur iranien pour les otages, Behzad Nabavi, annonce l'accord à son pays en déclarant « Nous avons réussi à frotter dans la poussière le nez du plus grand oppresseur et superpuissance du monde. » 9h55. Des images des otages encore emprisonnés sont transmises par satellite aux chaînes de télévision américaines depuis Téhéran. On les voit subir des examens médicaux avec les médecins envoyés d'Alger. Et les Américains commencent à laisser monter leurs attentes. En milieu de matinée, un premier accroc survient. Les avoirs iraniens gelés doivent être déposés à la Banque d'Angleterre, mais les Iraniens n'ont pas encore ouvert de compte. Les diplomates américains parlent d'un détail technique. Et de l'autre côté de l'océan, à Wiesbaden, les préparatifs se poursuivent toute la journée pour accueillir les Américains sur la base aérienne américaine où ils pourront se détendre. Pourtant, les rubans jaunes soulignent les espoirs et les prières pour que les otages soient libérés. 15h30. Un obstacle potentiellement sérieux survient à Téhéran. Nabavi s'en prend violemment aux banques américaines pour avoir ajouté ce qu'il appelle une annexe surprise à l'accord, qualifiant cela de manœuvre sournoise. 15h52. À la Maison-Blanche, Jimmy Carter annonce que les retards l'obligent à annuler son projet d'accueillir les otages en tant que président. Mais il accepte l'offre du président élu Reagan de s'y rendre après l'investiture. 15h59. L'agence de presse Reuters publie une alerte, leur forme de bulletin le plus urgent, annonçant le décollage d'un avion de ligne depuis Téhéran. Peut-être avec à son bord certains otages américains, 2 autres chaînes américaines relaient la nouvelle, plus porteuse d'espoir que vraiment exacte. Pourquoi ces hauts et ces bas toute la journée? Que se passe-t-il lors d'une négociation avec les Iraniens? C'est une question que j'ai posée hier à l'ancien ambassadeur canadien en Iran, Kenneth Taylor. C'est tout à fait typique de la façon dont les Iraniens abordent les négociations. Je ne remets pas en cause l'éthique de ces tactiques et je ne veux pas comparer un contrat commercial à la tragédie des otages américains. Mais en même temps, je me souviens très bien que, fréquemment pendant les 3 années où j'étais là-bas, il y avait des occasions où le fond de l'accord avait été atteint. Cependant, certaines sous-sections, comme l'a indiqué le département d'État, ont souvent constitué des obstacles à une résolution rapide. Donc, les événements du week-end dernier, aussi frustrants qu'ils puissent paraître, sont exactement, je pense, caractéristiques des événements depuis le 4 novembre. Quelle que soit l'explication, ce lundi qui était censé être le jour le plus heureux, s'est finalement transformé en jour le plus long. Et une captivité que nous comptions jour après jour, nous avons maintenant commencé à la mesurer en heures. Pour Jimmy Carter, la date limite initiale correspondait à sa dernière heure en tant que président, demain à midi, et pour cela, il reste encore du temps. Lynn Sher, ABC News, New York.
Ça a été une journée éprouvante pour toutes les familles. Les otages en Iran. Le correspondant Bob Serkin a passé la journée avec la famille d'un otage à North Little Rock, dans l'Arkansas. Pour la famille de l'otage Robert Blücher, un responsable économique du département d'État, le 443e jour de cette crise a été le plus long et le plus éprouvant. Il a commencé à 3 heures du matin sur une note optimiste. Un appel du département d'État à la mère de Blücher, Hazel Albin, âgée de 78 ans, suivi d'un télégramme du président Carter. Je viens d'apprendre qu'un accord pour la libération des otages a été conclu. Robert Blücher, âgé de 53 ans, est arrivé à l'ambassade des États-Unis à Téhéran seulement 4 jours avant qu'elle ne soit prise d'assaut. Les 2 dernières lettres envoyées par Robert Blücher en novembre n'étaient pas très encourageantes. Dans l'une d'elles, Blücher parlait de son isolement, confiné dans une petite pièce nue, obligé de dormir par terre. Il y a donc beaucoup d'inquiétudes ici concernant le bien-être physique et mental de Robert Blücher. Ce matin, la famille de Blücher a regardé avec anxiété un reportage de la télévision iranienne montrant certains des otages examinés par des médecins. Nous n'avons pas eu l'occasion de Le voir avant que nous soyons. Mais la déception est venue quand Blücher n'est pas apparu lors de l'émission spéciale. Pour le reste de la matinée et tout l'après-midi, la famille s'est regroupée autour de la radio et de la télévision, écoutant des rapports contradictoires, attendant la confirmation que Robert Blücher et les 51 autres otages étaient dans les airs en route vers la liberté. À 16 heures, d'autres nouvelles décourageantes. Les 2 avions algériens censés finalement emmener les otages sont toujours au sol. Je pense qu'il manigance quelque chose ici, et je ne m'y connais pas en politique de haut niveau, mais c'est très douloureux pour tout le monde ici. Être assise à la maison, ça me met en colère. Vous pensez qu'il joue simplement avec vos émotions et celles du public américain? Oui, ils aiment toujours nous mettre la pression dès qu'ils le peuvent. Pendant ce temps, depuis plus de 12 heures, la famille était sans nouvelles du département d'État. Le département d'État ne nous a rien dit aujourd'hui. La déception qui m'agace vraiment au plus haut point. Hazel Albin et sa famille poursuivent leur veille, exaspérés et toujours incertains quant au sort de Robert Blücher et de ses compagnons otages. Bob Serkin, ABC News, North Little Rock, Arkansas. En direct maintenant, depuis son domicile à San Diego, Californie, Madame Dorothea Moorfield, épouse de l'otage Richard Moorfield, qui est consul général à l'ambassade des États-Unis à Téhéran. Madame Moorfield, je vous ai vu rire tout à l'heure. Cela vous agace-t-il vraiment tous les deux? Oui, bien sûr, parfois cela m'agace. Nous aimerions en savoir plus, nous aimerions obtenir plus d'informations. Je suis sûre, cependant, que le département d'État est dans un chaos total en ce moment. Ils nous tiendront au courant. Vous avez entendu ce que nous disons ce soir? Ils sont réunis au département du Trésor. Le président Carter était dans le bureau ovale. Certainement, il y a une demi-heure, quand nous sommes passés à l'antenne, Jody Powell était là-bas. Ils se réunissent à Téhéran, la réunion à Alger. Ils semblent vraiment faire tout leur possible et beaucoup d'efforts. Tout le monde dans l'émission dit aussi que tout avance bien. Combien de temps pouvez-vous continuer ainsi? Cette journée a dû être difficile pour vous. C'était une longue journée. Elle a semblé interminable et elle l'est toujours. Mais ils y sont presque. Tout se passe comme prévu et je peux attendre. Je souhaite qu'ils soient tous en sécurité en Allemagne maintenant, mais sinon, il faudra patienter ce soir et, si besoin, demain soir aussi. Ils seront bientôt dans cet avion. Cela pourrait arriver d'une minute à l'autre, la liberté des otages américains en Iran. Les transactions financières ont été finalisées ce matin. Les otages semblent prêts à quitter Téhéran en avion. L'annonce est attendue à la Maison-Blanche. Bill Greenwood est sur place. Il a appris quelques détails de dernière minute. Bill, Steve. Le président Carter a été informé. Les 52 otages américains se dirigent vraisemblablement vers l'aéroport de Téhéran pour ce dernier vol vers la liberté. Selon ABC News, ils seraient d'abord transférés en Algérie, puis emmenés en Allemagne de l'Ouest à bord d'avions américains. Le président a reçu cette information il y a environ 20 minutes par téléphone et il semble apparemment tellement confiant que cette nouvelle est vraie, qu'il se prépare pour une allocution télévisée. Cependant, nous doutons sérieusement qu'il s'adresse à la nation tant que les otages n'auront pas quitté l'espace aérien iranien. Mais il insiste pour faire cette allocution afin de s'attribuer le mérite des longues négociations sur les otages. Le dernier obstacle de cette crise a été résolu à 8h17 ce matin lorsque le président a appris que l'Iran avait été officiellement informé par des intermédiaires algériens que les avoirs gelés avaient été placés sur un compte séquestre.
C'était la dernière étape de la part des États-Unis dans l'accord et la seule action restante était que l'Iran libère les otages. Et comme je l'ai dit, le président Carter a appris il y a environ 20 à 25 minutes que les otages sont enfin en route. Steve, merci. Bill, nous devrions ajouter que nous avons pris contact avec l'aéroport de Téhéran où nous ne sommes pas en mesure de confirmer que les otages sont effectivement présents. Cependant, il y a eu plutôt des informations provenant des 6 médecins algériens qui ont vu récemment les otages. Les médecins se dirigeaient vers l'aéroport et ont dit à un journaliste de Reuters qu'ils allaient quitter le pays. Avec les 52 otages américains... Y a-t-il des nouvelles concernant les otages? Ont-ils décollé? Les otages? Eh bien, ce que nous avons, Suzanne, c'est un rapport. Et c'est un rapport d'agence de presse. Je crois que nous ne pouvons pas encore confirmer de façon indépendante qu'un des avions de la compagnie aérienne algérienne a décollé. Nous comprenons que l'autre était au bout de la piste. Les lumières clignotent, les lumières sont allumées à l'aéroport. Il fait nuit en Iran en ce moment, mais nous avons ce rapport indiquant qu'un avion a décollé. Nous ne pouvons pas affirmer clairement ce que nous aimerions tant dire, qu'ils sont en vol et partis, mais cela en a vraiment l'air. Alors retournons tout de suite à notre siège des informations ici à Washington et retrouvons Ted Koppel avec des nouvelles de dernière minute sur les otages. Ted. Merci Frank. C'est désormais l'histoire de 4 villes, Washington, Téhéran, Alger et Francfort, en Allemagne. Mais pour les toutes dernières informations sur ce qui se passe en ce moment, retrouvons Peter Jennings à notre bureau de Francfort. Peter. Tu as raison, c'est l'histoire de 4 villes et il est difficile de gérer les différents fuseaux horaires, mais il sera déjà tard à Alger. Et s'ils font ensuite cet arrêt de 90 minutes dont on nous a parlé puis qu'ils viennent ici, il sera très tôt le matin, heure de Francfort. Puis-je vérifier un instant à leur arrivée? Allez voir Green, quelqu'un vous a donné la copie là-bas. L'agence de presse iranienne Pars rapporte maintenant à 11h heure de l'Est, votre heure, que les otages américains quitteraient Téhéran dans la prochaine demi-heure. Très bien. Monsieur le président des otages, terminé. Je ne peux pas encore le dire. Pas encore. Sam? Pas encore. C'est ce qu'il a dit, Frank. Je pourrais dire pas encore, pas encore. Pas encore. Ils l'ont trompé, ils l'ont traité comme ça jusqu'à la fin. Moi, Ronald Reagan, je jure solennellement, Ronald Reagan... Je jure solennellement cela? Que j'exécuterai fidèlement les fonctions de président des États-Unis. Que j'exécuterai fidèlement les fonctions de président des États-Unis. Nous allons maintenant rejoindre Ted Koppel au centre-ville pour plus d'informations sur les otages. Ted, très bien. Frank, si cette nation diverse de 226 millions d'habitants peut être unanime sur un point, c'est sûrement le moment d'offrir un Alléluia commun. Et pour la raison de cela, allons immédiatement retrouver Peter Jennings à Francfort. Ted, alléluia. En effet, Behzad Nabavi, le principal négociateur iranien, vient de confirmer que l'avion algérien transportant les otages a quitté Téhéran. Et c'est également confirmé par la tour de contrôle de l'aéroport de Bir Abad en Iran qui indique que les otages américains sont enfin en route. Nous ignorons leur destination, mais espérons Alger. Certains rapports évoquent une possible escale de ravitaillement à Anchorage en Turquie ou à Damas. Mais c'est ironique que je regarde en ce moment la télévision des forces armées en Allemagne. Et il y a cette grande pancarte sur l'hôpital à Beast-Botton qui dit « Bienvenue Peter, Denver, cela devrait être correct ». Je dois te dire, Ted, que Nabavi l'a dit, l'agence de presse de Paris l'a dit, la tour de Téhéran l'a dit. À moins qu'il n'y ait la manipulation la plus extrême, cela s'est finalement produit. Pierre, sais-tu précisément quand ils sont partis? As-tu eu une indication de la part du National? Non. Ted, je peux te dire qu'on parle vraiment de quelques minutes, je veux dire, c'est le cas. Cette nouvelle nous est parvenue il y a 3, 4, 5, 10 minutes tout au plus. Et est-ce que ça a de l'importance? L'avion qui les transporte est parti selon Nabavi en citant les usages de Paris. Il n'y a pas plus officiel. Ted, à ce stade... D'accord. Tu as tout à fait raison, Pierre. Ça n'a vraiment pas d'importance tant qu'ils sont en vol, comme tu as entendu le dire le président O'Neill il y a quelques instants. Il y a environ 600 miles, soit de 50 à 60 minutes pour les faire sortir de l'espace aérien iranien. C'est un trajet d'environ 3000 miles jusqu'à Alger. Si en fait c'est bien là qu'ils vont, cela leur prendrait environ 5 heures. Donc, s'ils sont partis il y a quelques minutes, vers 17h ou 18h cet après-midi, ils devraient atterrir en Algérie. On ne peut pas être plus clair que ça. Les otages sont en route pour rentrer chez eux. L'épouse de l'un des otages, Dorothée Moorfield, est en attente, à San Diego, Los Angeles, San Diego, Californie. Je suis désolé, et Madame Moorfield, je déteste vous poser la question.
Ça peut sembler banal, mais comment vous sentez-vous en ce moment? N'est-ce pas tout simplement fabuleux? C'est une belle journée. Quelle journée formidable, non? Et ce sera encore mieux. Oh oui, ça le sera. Dans quelques minutes à peine, quand ils descendront de l'avion là-bas, les voir arriver un par un, cet avion va être. Nous avons attendu cela pendant longtemps, Frank, oui. Oui. Tant de hauts et de bas, tant de moments où l'espoir renaissait puis retombait à nouveau, c'était presque difficile d'y croire. Ce week-end, la tension montait sans cesse. Ce matin, les rapports affluaient, les nouvelles tombaient et je répétais « Attendons, ce n'est peut-être pas vrai ». Vous voudriez aller à Wiesbaden, n'est-ce pas, Madame Moorfield? À ce stade, cet avion semble très tentant. Oui, bon, allez, garez-vous. Oh, montez à cheval. Arrête, ce n'est pas le chemin. Je suppose que c'est, oui, la rampe qu'on déplace. Celle-ci, car le deuxième avion part à gauche. Oh, cette porte. D'accord. Si on leur demande de se dépêcher, Frank. J'aimerais pouvoir le faire, Madame Moorfield. J'aimerais pouvoir le faire. Oui. Maintenant, nous allons faire de notre mieux ici pour identifier les otages dès qu'ils sortiront. Madame Moorfield, si vous voyez votre mari, n'hésitez pas à crier. Mais nous allons essayer d'identifier les otages. Bob Anders, ici avec moi, va essayer de le faire. Et il les connaît tous. Peter Jennings informe depuis Francfort que si le protocole est respecté, je suppose que Bruce Langin serait le premier à sortir. Bruce doit être le premier, oui. Eh bien, nous allons simplement attendre et voir. Y a-t-il une signification particulière à cette photo ici? Maintenant, on voit des gens qui se dirigent vers l'avion. Pouvons-nous faire venir Lou Chaffee? Non. Peter Well. Nous regardons. Je ne peux vous dire qu'en ce moment, des officiels sortent, protégés par un parapluie qui semble peut-être quelque peu superflu quand on regarde l'image. Je pense que la personne que nous chercherons le plus à l'aéroport en ce moment, Frank, sera Warren Christopher, le sous-secrétaire qui a travaillé si longtemps avec les Algériens. Ah, Frank, le voilà. Oui, je crois que c'est Elizabeth Swift, à gauche, et Catherine Cove juste derrière elle. Elles descendent, toutes les deux portent leur ruban jaune et se tiennent la main. Ces deux femmes qui se sont tellement rapprochées pendant leur captivité sont Derry Blockman et Jerry Plotkin. Bill Quarles, veuillez vous joindre à nous. William Belk et la veste rouge derrière lui. William Belk, la veste rouge derrière. Et Steve Lauderbach derrière lui. Steve Lauderbach le suit de près. Elizabeth Swift au premier plan des images. Michael Trinkle. Regarde le sourire sur son visage. Colonel Scott Paul Needham. Aussi clairement que possible. Bill se dispute. Très 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 chaleureux. Bienvenue à quelqu'un. Catherine. Cook chantant la chanson The Sting of Dress juste au moment où ils sont partis. Et Charlie Jones, tout en haut. Un vieil ami et collègue de Barry Rosen qui sort juste de la porte, l'ancien attaché de presse que nous avons vu au début des jours de prise d'otage avec ce fameux bandage serrant la main au premier plan. Dick Thompson, Bill Thompson. Ils marchent bien et semblent en bonne santé, heureux Bill Quarles. Quand ils passent devant l'image, pouvez-vous dire qui ils sont? Je crois que c'est Monsieur Rota, là, avec le colonel Schaefer derrière, qui serre la main. Et vous pouvez voir Barry Rogan, Barry Rosen en bas des marches. C'est Paul, c'est Monsieur Howland. Est-ce Bill Ward? Non, c'est lui. Ce sont les mêmes mains. Oui, c'est Paul Needham. En train de serrer la main. Souvent, ils portent les mêmes vêtements que lors de leur projet de Noël. Charlie Jones part. C'est Monsieur Robert Audi là-haut? C'est Bob Audi ici, oui. Barry Rosen, l'attaché de presse, dont la femme faisait partie du groupe du drapeau. Eh bien, il me semble plutôt bien. Ils ont l'air bien? Ils n'ont pas l'air plutôt bien, Pierre. Oui, c'est vrai, Franck. Et cela ne fait que confirmer ce que les médecins algériens nous ont dit lorsqu'ils les ont examinés ces derniers jours à Téhéran. La plupart étaient en bonne condition. Il n'y a certainement aucun doute sur leur bonheur, je peux vous l'assurer. Oh, pas du tout réservé. Je pourrais ajouter, Franck, mais heureux. Je suis désolé, Peter Cook. Donald Cook. Donald Cook, qui quitte à l'instant le cadre. Monsieur Lindbergh, ici, gentleman John Lindbergh.
quelques-uns des Marines tout en haut là-bas. Les Marines descendent, monsieur Lopez. Devant lui se trouve le sergent-chef Mueller. Et on aperçoit Paul Lewis. Voici Gary Lee. Il vient de passer, monsieur Corridor. Oh, juste là. L'homme le plus grand, l'ancien qui mesurait 2,6 m. Le directeur de l'école américaine au Pakistan qui est retourné à l'ambassade pour récupérer des dossiers et est devenu otage. Bill se dispute. Tu disais quand nous les avons vus hier que les Marines avaient l'air de ne pas s'être entraînés, comme tu t'en souvenais. Mais comment les trouves-tu maintenant? On dirait qu'ils régressent. Ils semblent en bonne forme, mais on voit la détresse mentale qu'ils ont vécue. C'est monsieur Subic là-bas. Je viens juste de passer devant José Sue John Subic Jr. Voici le colonel Leland Holland juste ici, Holland aux États-Unis. Il y a beaucoup de monde derrière lui. Et voici monsieur Dwayne Gillette de l'armée des États-Unis, et c'est le personnel. Sergent Mueller, il était le NCUIC dans son détachement, et derrière lui se trouve le sergent Lopez. Derrière lui, la garde des Marines, Jim Wilkins et Paul Lewis. Derrière lui, le sergent de la garde des Marines. C'est Gregory Prisinger, voici monsieur Gallegos, le sergent Blagos, le sergent Herman. Continuez à chercher Bruce German. Sa famille l'attend à North Kensington, Maryland. C'est un garde-marine du détachement là-bas. Je ne l'ai pas encore vu. Paul Lewis derrière lui. Paul Lewis. Sergent, corps des Marines, et le plus important, c'est le sergent Kirtley. Sergeant Kirtley. Nous l'avons vu hier avec monsieur. Bruce Langham. Je vais exploser maintenant. Non, Bruce Langham. Monsieur Langham, son protocole est peut-être nécessaire puisqu'il n'est pas arrivé en premier. Et c'est monsieur Holland et mademoiselle Gogolinski, l'OSR à l'ambassade. Je crois que monsieur Langen est arrivé en premier. Je l'ai déjà vu. Vous pensez avoir vu Bruce Lincoln? Oui. Je l'ai vu en premier. As-tu vu Bruce Langen? Oui, il est sorti en premier. Je crois que Bill Quarles pense qu'il l'a vu sortir. Oui, excusez-moi Peter. Je veux juste rappeler que vous êtes aidé par l'ancien sergent des Marines, William Quarles, lui-même ex-otage et connaissant beaucoup de ces personnes. Warren Christopher est maintenant dans le terminal. Ils ne vont pas rester ici très longtemps, c'est juste une occasion de s'étirer un peu après. C'est un grand moment aujourd'hui pour votre pays et le mien. Merci aux Algériens de nous avoir libérés. C'était absolument fantastique, bien mieux que les 15 derniers mois. Je voudrais remercier, Dieu merci, nous sommes rentrés chez nous. Je voudrais dire que les Algériens sont très courageux d'y aller. En Iran, point final. Ouais, il faut juste quitter le pays de Khomeini. C'est super de quitter la foule. La seule chose que j'aimerais dire en ce moment à tout le monde à la maison, c'est que vous ne pouvez pas imaginer à quel point vos lettres, vos prières et votre soutien tout au long de cette épreuve ont compté pour nous. Nous n'avons pas pu vous écrire ni communiquer avec vous, mais seul le Seigneur sait à quel point cela nous a aidés. Et merci du fond du cœur. Une programmation régulière pour vous présenter le reportage spécial suivant d'ABC News. Bonjour. Mardi dernier, à peu près à cette même heure, un nouveau président s'apprêtait à prêter serment. Et à Téhéran, 52 Américains, alors otages, s'apprêtaient à décoller vers la liberté. Depuis, ils ont rejoint ce pays à West Point. Et maintenant, ils sont sur le point d'atterrir à la base aérienne d'Andrews, juste à l'extérieur de Washington, où ils recevront l'accueil national officiel. Ted, cette journée s'annonce des plus agréables. Ce sera une belle journée, tant par la météo que l'ambiance. Et là-bas, à la base aérienne d'Andrews, le premier de ces 4 avions, que vous pouvez voir derrière moi, est déjà arrivé. Il s'agit de l'équivalent militaire d'un 707, un Boeing 707, le voilà, le premier des 4. Ils arriveront toutes les 15 minutes et ils seront accueillis par un groupe de dignitaires exceptionnellement haut placés là-bas à la base aérienne d'Andrews. Est-ce que Charles Gibson, Charlie... En effet, ils ont atterri, Ted. Et le premier avion à s'être posé était Freedom One, qui est bien sûr l'avion qui a amené les anciens otages d'Allemagne aux États-Unis, les a amenés à la base aérienne de New York et les a maintenant amenés ici à la base aérienne d'Andrews. Et il est en train de rouler ici, même sur la piste. À l'origine, cela devait être une grande célébration. Au début, il prévoyait des gardes d'honneur, des réceptions officielles et des fanfares. D'abord, l'événement a été fortement restreint, tout le monde tenu à l'écart. Puis, progressivement, durant le week-end, ils ont inclus davantage de personnes, mais sans public.
Et il y a surtout les anciens otages qui font signe à cet avion. Maintenant, alors qu'il arrive, y a-t-il un enclos près de l'endroit où la presse s'est rassemblée? Et il y a environ 250 ou 300 membres de la famille et amis très proches des otages. Comme vous vous en souvenez, le groupe qui a été emmené à New York était uniquement la famille immédiate, seulement les pères, les mères, les conjoints et les enfants des anciens otages. Mais ici, il s'agit des familles élargies, si l'on peut dire, et des amis très proches. Ils ont tous été amenés en bus par le département d'État il y a environ, je dirais 20 minutes, et ils attendent avec beaucoup d'impatience, et vous remarquerez qu'ils le sont. Vous pouvez les voir se presser aussi près des cordes que la presse pour essayer de les apercevoir. Et puis, ils ont aussi fait venir environ 1200, 2000 peut-être du personnel du département d'État, du département de la Défense et beaucoup de gens de la base, ici à la base aérienne d'Andrews. Ils sont tous ici à agiter des rubans jaunes. Et puis, il y a un orchestre, ils ont décidé à la dernière minute d'inclure la fanfare de la marine qui joue sur le côté. Et là, vous voyez Freedom One sur le nez de l'avion. Et ils arrivent. C'est un beau côté. Soyez les bienvenus. Il a été décidé d'atterrir à Alger mardi dernier soir, il y a tout juste une semaine. Ce soir, ils ont déjà eu l'occasion de rencontrer une partie de leur famille proche. Cependant, je suis sûr qu'il y a des enfants qui vont voir leur père pour la première fois aujourd'hui. Et cela a été très bien géré, vous savez, Ted, la confidentialité de la réception à West Point. J'ai trouvé que c'était très bien d'avoir donné l'occasion de se rencontrer sans que les caméras ne s'immiscent dans ces moments les plus intimes. Et Frank, là, à l'intérieur de la porte, qu'est-ce qui est vraiment devenu le symbole de toute cette cérémonie, le ruban jaune? Je ne pense pas qu'aucun symbole n'ait jamais pris autant d'importance que ce ruban jaune ces derniers jours. Partout dans le pays. La ville est décorée de rubans jaunes et le pays aussi, mais c'est partout en ville. Et la fanfare de la marine joue Yellow River. Mon Dieu, cette chanson est partout. Comme le ruban jaune, le ruban géant attaché à la tour principale, ici à la base. Nous ne pouvions pas voir Bruce Langham et Penny Langham et leur fils. Voici le jeune homme en uniforme de l'Académie navale, Ted. N'était-ce pas Penny Langham qui a eu l'idée de faire sonner les cloches tous les jours à midi? En effet, c'était elle. Et voici Barbara Bush et George Bush. Ils sont tous devenus des figures familières, n'est-ce pas? Ils deviendront sûrement encore plus familiers bientôt. J'espère qu'ils garderont leur intimité, mais pas aujourd'hui. Non, il reste encore un jour à passer. Je pense qu'endurer n'est pas le bon mot parce qu'ils vont certainement apprécier. Conférence de presse ce matin à West Point. Dave, tu as peut-être vu ça. Oh, c'était remarquable aussi, montrant une fois de plus leur sentiment d'émerveillement face à l'accueil qu'ils reçoivent. Et certains d'entre eux ont dit qu'ils ne se rendaient pas compte que le pays était aussi préoccupé par leur bien-être. Voici Morad Kennedy. Derrière lui, la dame qui a aidé à sensibiliser le pays à ce qui était en jeu. Sa femme, Louisa, qui était la porte-parole de FLAG, le groupe spécial créé par les familles pour aider les familles. Ce matin, Ted, un ancien otage, a qualifié les familles de véritables héros. L'avez-vous vu dans la presse? Oui, et je dois dire que, d'une certaine manière, je suis d'accord, car comme le disaient les anciens otages, eux savaient où ils étaient. Ils n'ont pas vécu cette montagne russe émotionnelle dont tout le monde parlait. On voit que les familles essaient simplement de reconnaître leurs proches. C'est évident. Le premier avion va en fait rester ici environ 1 heure, car il faudra autant de temps pour faire entrer tous ces avions.
Et tout le monde sera réuni et regroupé. Ensuite, ils monteront dans les bus pour aller à Washington. Et mon Dieu, ils vont voir les rubans sur le trajet. Ils sont partout sur cette base et en roulant sur la route jusqu'ici à Andrews, ils verront à nouveau la moto circuler sur cette route menant à Andrews. Oui, partout dans le pays, dans les deux sens. Et voici le deuxième avion, le C9 qui arrive. C'est l'équivalent d'un DC-9 commercial. Et comme vous pouvez le voir, l'avion numéro 1, Freedom One, s'est mis de côté pour laisser passer l'avion numéro 2. Le C9 peut donc directement se placer. C'est, comme nous l'avons peut-être mentionné, exactement l'endroit où ils font entrer et sortir Air Force One et d'où le président arrive et repart. Cette zone qui sert d'espace de stockage pour la flotte d'avions des États-Unis d'Amérique, bien sûr, Air Force One étant l'un d'entre eux. Eh bien, il a accueilli de nombreux visiteurs, mais aucun n'a été attendu avec autant d'impatience que ceux qui arrivent aujourd'hui. Ils vont également bénéficier de tout le protocole de repos lorsqu'ils arriveront aux cérémonies à la Maison-Blanche. Ce sera à peu près comparable à ce qui est accordé à un chef d'État en visite. Oh oui, et les familles, les hommes qui ont donné leur vie. Le colonel Beckworth et les survivants de cette mission seront là pour rencontrer tous les anciens otages et leurs proches. La première de la section, je crois que c'est ça, monsieur Guerin. Oui, monsieur. Il habite tout près. La fanfare de la marine. En arrière-plan, jouant God Bless America. Oui, c'est Donald Cook, juste devant lui, là, en train de serrer la main, le jeune homme avec la barbe. Un de ses plus jeunes fils, je crois le plus jeune, s'est approché de notre cabine lors de l'inauguration. C'était vraiment formidable. Le gamin est simplement venu, il est entré directement dans la cabine, a passé tous les gardes et cherchait des informations sur son frère. Dieu merci, nous avons pu lui dire quelque chose. Voilà William Gallegos. Très controversé au début pour avoir fait cette interview, Paul. Mais je dois dire que sa mère a donné hier l'une des meilleures réponses. Lorsqu'on lui a demandé s'il y avait un sentiment de culpabilité à propos de certaines des déclarations qu'il avait faites auparavant, elle a répondu « Coupable, vous plaisantez. Tout ce qu'ils veulent, c'est courir après de jeunes femmes ou trouver des filles. » Eh bien, il l'a dit lui-même ce matin, n'est-ce pas ? Il a dit qu'il se sentait confiant d'envoyer un message lorsqu'il a fait ses déclarations sur le bon traitement et ainsi de suite. Qu'il envoyait un message que ses supérieurs militaires et ses pairs comprendraient, qui signifiait exactement le contraire de ce qu'il disait. Ils éloignent l'avion numéro 2 en attendant l'arrivée du numéro 3. N'était-ce pas Bruce German qui a dit ça l'autre jour ? Quand on lui a demandé s'il voulait y retourner, il a répondu « Seulement dans un B-52 ». Je pense que c'était Falcon Kelp, celui qui a été tabassé après ses tentatives d'évasion, qui a suggéré, j'en suis sûr, assez ironiquement d'ailleurs, que la chose à faire serait d'acheter des obligations de guerre irakiennes. On ne peut pas leur en vouloir pour ce genre de sentiment. Voilà la zone où les proches attendent. Oh, regarde ça. Un tour de victoire pour Donald Cook. Ce sont peut-être Charlie, ses frères et sœurs. Je ne sais pas s'il en a assez pour le porter. Et voici l'avion numéro 3. Comme une horloge, cette opération, mon Dieu. Mais il convient de répéter que ces personnes qui attendent dans la zone familiale ne savent pas s'il s'agit de membres de leur famille ou d'amis, ou s'ils arrivent dans l'avion 1, 2, 3 ou 4. Donc c'est un... La situation ici est assez compliquée. Ce qui est aussi surprenant, c'est que le gouvernement fédéral n'a pas accordé de jours de congé à ses employés
même si certains départements nous l'ont permis. Si quelqu'un prend une pause déjeuner plus longue pour accueillir les otages lors du défilé, je doute que cela soit remarqué. Oui, cela vous dérangerait-il si un employé sortait? Et penses-tu qu'ils sont, Charlie? Peux-tu imaginer dire « Éloigne-toi de la fenêtre, retourne à ton bureau, ne salue pas ces gens », je ne pense pas que cela arrivera aujourd'hui. Je n'ai aucune idée du genre de foule, mais j'imagine qu'elle sera assez nombreuse le long de Pennsylvania Avenue. En réalité, ils n'auront pas une très bonne vue sur les otages, parce que, encore une fois, avec cette approche discrète, ils les mettent dans des bus, et ce sera plutôt un coup d'œil à travers une vitre teintée, si vous arrivez à les voir. Mais je soupçonne qu'ils feront des signes de la main, et je pense que cela... En fait, la qualité de la vue que vous aurez n'est pas si importante. Ce qui compte, c'est que les gens soient là. Tous les noms ont été annoncés, non? Ils laisseront un support doux. En descendant la ligne d'accueil, George Bush, Barbara Bush, Tip O'Neill, et je crois que juste à côté du président O'Neill se trouve le nouveau secrétaire d'État, Alexandre Haig. C'est Jeremy Lee. C'est l'homme, je crois, qui se cachait toujours derrière ce masque pendant tant de soirées. Papa. Frank, oui. Je crois que j'ai mis... Une belle accolade pour Chip O'Neill. Pendant un moment, vous savez, nous nous sommes trompés. Nous avions toujours pensé que c'était Barry Rosen. Et puis Bob Anders, l'un de ceux qui ont été exfiltrés par les Canadiens, l'a rencontré dans un restaurant. Il lui a dit « Vous vous trompez. Vous avez sûrement la mauvaise personne. Ce n'est pas celui que vous pensez. » Je ne crois pas que vous n'ayez jamais parlé de lui. Victor, eh bien... Si je me souviens bien, Frank, le département d'État nous avait demandé de ne pas l'identifier. Et nous ne l'avons pas fait. Bienvenue chez toi, Frank. Écoute peut-être le chant. Regarde le chant, Charlie. Peux-tu l'augmenter? Bienvenue à la maison, bienvenue à la maison. Ce sont principalement les membres du personnel de la base, ici à Andrews, qui ont commencé à se rassembler vers 9h ce matin pour bien voir ces avions. Voici le dernier joueur, l'avion numéro 4. Et le chant de bienvenue, reconnu par le personnel de la base et les membres des départements d'État et de la Défense. Les gens sont présents. Qu'est-ce que le roi Kennedy disait? Peut-être que c'est ce matin. D'accord, personnel de l'armée de l'air. Ils ne sont pas ravis d'être de retour, n'est-ce pas? Thomas Sheffer et Donald Scherer. Paul Needham était en deuil. Voilà la dame que sa femme et le président Carter ont embrassée il y a tout juste une semaine, aujourd'hui. Souvenez-vous, sur la rampe là-bas à Andrews, un endroit très spécial, oui. Et il lui a dit qu'il verrait son mari le lendemain à Vispot. Eh bien, quel spectacle c'était! Je parlais du personnel de l'armée de l'air, Thomas Sheffer et David Roeder. J'aurais dû mentionner Paul Needham. C'est Gregory Persinger, un jeune homme du Delaware, 23 ans, un autre des gardes marines là-bas, qui a salué vivement. Tu peux lire sur les lèvres, Charlie. Je pense que cette jeune femme dit « Allez, allez ». Oui! Assez de cette file d'attente, Jazz, allons par ici et disons bonjour. Eh bien, c'est ça qui est bien. Il n'y a pas un grand truc cérémonial qu'ils doivent endurer ici. La file d'attente est assez courte. On serre la main du vice-président, du secrétaire d'État, de quelques autres. Ils retrouvent ceux qu'ils attendaient avec impatience. Ah, ils l'ont repéré.
oui, nous sommes d'excellents influenceurs dans cette délégation. Je ne sais pas encore à qui elle fait signe. Elizabeth Ann Swift. Quel souvenir poignant c'était, ce dernier message de Noël, d'Elizabeth Ann Swift et Catherine Tubb. Dans ce sens, bien sûr, Franck, tout cela rappelle un peu le retour des prisonniers de guerre du Nord-Vietnam, n'est-ce pas? Ces mêmes scènes, la joie, les larmes, les étreintes, presque l'incrédulité de revoir ces hommes et ces femmes qu'on n'avait pas vus depuis si longtemps. Certains d'entre eux, certains des prisonniers du Vietnam aussi, semblent avoir une approche un peu différente quant à la façon de gérer ce genre de situation. Tillers avait remis à Stockdale le morceau de papier l'autre jour. Oui, il disait que, selon son observation, les conditions s'étaient améliorées pour eux lorsque les États-Unis étaient devenus plus fermes avec le Nord-Vietnam lors du raid sur le camp de prisonniers de guerre à Song Thi, et ensuite... lorsque les B-52 ont commencé à bombarder Hanoï, nous n'allons pas perdre de vue cette jolie fille qui finira par être réunie avec la personne qu'elle va retrouver. Coincée dans une machine. Rocky Sickman. C'est Rocky Sickman. Oui. Et descendant l'avenue Pennsylvania, ce cortège glorieux d'environ 12, 14, 16 bus avec les anciens otages et leurs familles recevant l'hommage, l'affection et tout simplement un accueil chaleureux des habitants de Washington à l'angle de la 9e rue et de Pennsylvania. Mike Von Friend. Mike Ted, tu as appelé cela un cortège glorieux, et c'est certainement le cas. Le convoi de bus vient d'apparaître à l'angle de la 9e rue et de l'avenue Pennsylvania, et il y a quelques minutes, la foule s'est précipitée dans les rues. Ils se sont alignés le long des rues ici, et ils semblent prêts à offrir l'accueil le plus chaleureux que Washington puisse donner. Comme vous le savez, les employés fédéraux n'ont pas eu congé aujourd'hui, mais ils quittent massivement les bâtiments. La foule a triplé en 15 minutes, et vous pouvez entendre leurs applaudissements. Les fenêtres sont maintenant pleines de gens qui saluent. Les employés devant le ministère de la Justice m'ont dit « On a fermé et on est parti, on devait le faire ». Oh, regarde ça, c'est un accueil de héros. Tu sais, je crois que ce cortège présidentiel s'est pratiquement arrêté, Franck. Je ne pense pas qu'il puisse avancer davantage. Et dès qu'on reverra une de ces prises de vue en hauteur, tu verras ça. Le cortège présidentiel a été entouré par des gens sur les trottoirs qui sont simplement là, comme tu peux le voir. Ils se sont rapprochés des bus au point que le cortège présidentiel a à peine progressé. Washington tente sa propre version d'une parade avec des confettis, à la manière de New York. Des confettis ou papiers déchirés sont lancés depuis les immeubles de bureaux tout le long du parcours. Eh bien... Ils ont déjà assez de documents confidentiels négligemment traités ici pour en jeter là-bas. Et ils ne vont pas jeter les papiers qui expliquent comment réduire la paperasserie. Essayons encore d'aller jusqu'à la 13e rue et Pennsylvania. Et Joe Benton Ted. Ils progressent un peu. Cela fait longtemps que Washington n'a pas vu un tel défilé, et je pense que cela prendra encore du temps avant qu'il n'y ait un accueil aussi spontané. Vous pouvez voir que les gens se sont déversés dans les rues. Les barricades ne servent plus à rien. Récemment, la police a tenté de les repousser sur le trottoir, mais ils sont trop nombreux pour tenir. Certains des otages, d'anciens otages, il y a à peine un peu plus d'un an aujourd'hui, se demandaient s'ils avaient été oubliés. Encore, Kennedy en a parlé, il pensait que certaines familles pourraient organiser une marche sur la Maison-Blanche. Peut-être qu'il y aurait des appels à ne pas oublier les otages, comme s'ils avaient jamais pu être oubliés. Bien sûr, nous ne les oublions pas et le leur rappelons vivement aujourd'hui.
président a conduit les applaudissements lors de la présentation des Américains libérés. Mesdames et messieurs, notre hymne national. La meilleure façon d'exprimer ce que Nancy et moi ressentons de votre présence aujourd'hui est de vous dire ceci. Au nom de nous-mêmes, du vice-président et de Barbara, des sénateurs, des membres du Congrès, des membres du cabinet et de tous nos concitoyens, ces simples mots, bienvenue chez vous. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Vous êtes chez vous et croyez-moi, vous êtes les bienvenus. Si mes propos étaient un sermon, mon texte serait tiré des versets du psaume 126. Nous étions comme ceux qui rêvent. Maintenant, notre bouche est remplie de rire et notre langue de cris de joie. Le Seigneur a fait de grandes choses pour nous. Nous sommes heureux que vous soyez rentrés chez un peuple qui, pendant 444 jours, a souffert de la douleur de votre emprisonnement, a prié pour votre sécurité et surtout a partagé votre détermination. Que l'esprit des hommes et des femmes libres n'est pas un sujet approprié pour le troc. Vous avez représenté, sous une grande pression, les plus hautes traditions du service public. Votre conduite est symbolique des millions de diplomates professionnels, de militaires et d'autres personnes qui ont rendu service à leur pays. Nous sommes maintenant conscients des conditions dans lesquelles vous avez été emprisonnés, même si ce n'est pas le moment de passer en revue chaque détail abominable de votre détention cruelle. Croyez-moi, nous savons ce qui s'est passé. La vérité est peut-être une denrée rare aujourd'hui en Iran, mais elle est bien vivante en Amérique. Et maintenant, mesdames et messieurs, j'invite à prendre la parole au nom de ce merveilleux groupe de rapatriés, Bruce Langen, chef adjoint de mission à Téhéran. Monsieur Langen. Monsieur le Président, Madame Reagan, membres du cabinet, Monsieur le Vice-président, Madame Bush, je crois que je n'ai pas respecté l'ordre protocolaire. Les membres du corps diplomatique sont là. Et vous tous, magnifiques personnes qui êtes là, je ne suis pas sûr d'en être capable, après cette expérience bouleversante mais magnifique que nous venons tous de vivre dans les rues de cette ville splendide. Monsieur le Président, j'espère que vous regardiez la télévision, parce que je ne pense pas qu'aucun d'entre nous, Américains, ait déjà vu quelque chose de semblable, quelque chose d'aussi spontané, d'aussi beau.
en ce qui concerne les meilleures qualités de notre peuple, et nous en sommes profondément reconnaissants. Monsieur le Président, notre vol vers la liberté est maintenant accompli grâce aux prières et à la bienveillance de millions de personnes, non seulement dans ce pays, mais partout dans le monde. L'aide de ces nombreux pays et gouvernements qui ont compris les valeurs et les principes en jeu dans cette crise. L'amour et l'affection de nos compatriotes, de tous ces dizaines de milliers de personnes qui sont là dehors aujourd'hui dans les rues. À cette dame que nous avons vue debout sur une colline en arrivant d'Andrews, toute seule, sans pancarte, personne autour d'elle, la main posée sur son cœur. L'amour et l'affection enveloppant de l'Amérique des petites villes, comme nous l'avons vu lors de cette merveilleuse halte de 2 jours dans l'État de New York, à West Point et dans ses environs. Et enfin, mais non des moindres, lors de ce vol vers la liberté, l'US Air Force pour la liberté 1. Monsieur le Président, je vous cède la parole. 52 Américains rejoints par un 53e. Aujourd'hui, Richard Queen, assis ici, ravi de retrouver nos familles, les véritables héros de cette crise. « 53 Américains fiers de retrouver leurs collègues professionnels qui avaient fait ce vol vers la liberté plus tôt. Nos 6 collègues qui sont venus ici grâce à la grande coopération et à l'amitié de nos amis canadiens et nos 13 autres qui sont venus plus tôt. Je vous présente maintenant 53 Américains, fiers, comme je l'ai dit plus tôt aujourd'hui, de témoigner de leur respect et de leur affection éternelle pour les familles de ces 8 hommes courageux qui ont donné leur vie. Afin que nous puissions être libres, nous, les 53 sommes fiers aujourd'hui et cet après-midi également de voir et de rencontrer certaines de ces familles, ainsi que le colonel Beckwith et certains de ceux qui sont revenus. 53 Américains qui auront toujours une histoire d'amour avec ce pays et qui se joignent à vous dans une prière de remerciement pour la manière dont cette crise a renforcé l'esprit, la résilience et la force qui sont la marque d'une société véritablement libre. Monsieur le Président, en des mots très simples qui viennent du cœur de nous tous, c'est bon d'être de retour. Merci Amérique. Et que Dieu vous bénisse tous. Merci beaucoup. Merci. Ceci est un drapeau, dans ce cas, portant votre nom, et c'est un symbole que je vais vous remettre maintenant. Parce que tous les autres, vous en recevrez chacun un. Quand nous entrerons dans le bâtiment, chacun de vous aura un drapeau symbolique des 53 qui sont ici pour vous, en votre honneur. Eh bien, ça a été une journée de symbolisme, une journée chargée de patriotisme. Et quand je dis chargée, peut-être que la meilleure façon de le dire est journée légère en patriotisme, où il était naturel d'être patriote. Trop d'années dans ce pays, ce n'était pas le cas. Les gens sont venus d'eux-mêmes, et ils sont venus avec leurs propres sentiments, parfois inscrits sur des pancartes, parfois simplement criés au bus qui passait. Mais c'était une journée de cérémonie magnifique. Et si jamais l'un de ces 52 Américains libérés, ces anciens otages, avait le moindre doute sur la place qu'il occupe dans le cœur de ses concitoyens, ces doutes ont dû être dissipés aujourd'hui. Frank. Ted, souviens-toi, dans les tout premiers jours après la crise, nous avons décidé de faire une émission chaque soir. Et nous répétions tant que la situation resterait critique. Aucun de nous n'aurait jamais imaginé que cela durerait aussi longtemps, et certainement pas les otages ni leurs familles.
Je pense que ce que nous devrions probablement faire, c'est simplement faire écho au président. Maintenant que tout est terminé, dire « bienvenue chez vous », puis suivre son conseil, tourner la page et regarder vers l'avenir. Pour Ted Koppel, ici Frank Reynolds à Washington. Bon après-midi et merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Pour soutenir la création d'autres contenus historiques captivants, aimez, commentez et partagez cette vidéo avec les passionnés d'histoire. Et, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à faire vivre l'histoire.